Bienvenue dans ce module sur l'email marketing. Alors l'email marketing, c'est un canal qui est un petit peu particulier dans le sens où c'est pas vraiment un canal d'acquisition à proprement parler. On va aborder quelques techniques qui te permettent de faire de l'acquisition directement en email, mais c'est pas vraiment ce dont je voudrais parler ici. Ce dont je voudrais parler ici, c'est un sujet qui est plus connexe à la vente en direct, par exemple, si vous regardez le module sur la vente en direct, parce que l'email marketing, c'est un canal qui va vous permettre plus de communiquer avec les gens qui sont déjà dans votre pipe que d'en attirer des nouveaux. Évidemment, ça peut en attirer des nouveaux, par exemple dans le cadre d'une newsletter, mais c'est pas le but premier. Ici, ce que je voudrais faire dans ce module, c'est une vraie grosse introduction à l'email marketing, à ce que ça inclut et quelles sont les grandes bonnes pratiques pour faire en sorte de le mettre en place. C'est une discipline complexe qui a été théorisée énormément par plein de gens qui ont chacun leur tour amené leur petite pierre à l'édifice. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup pratiqué dans les différentes formes que ça peut prendre et j'en ai retenu que finalement, c'était pas aussi complexe qu'on voulait le faire croire. Et puis finalement, c'est un peu comme d'habitude. Les gens, plus ils sont bons dans une discipline, plus ils te l'expliquent avec des termes complexes et galvaudés et tu as l'impression que toi, pour démarrer, ce sera impossible. Ce qu'on va faire ensemble ici dans cette vidéo, c'est comprendre pourquoi l'email marketing, c'est pas si compliqué que ça. Dans les vidéos pratiques que vous allez trouver dans le module, vous allez aussi voir comment vous lancer avec quelques outils. Il n'y a pas besoin d'en connaître 150 000, il n'y a pas besoin de passer 10 ans à chercher quel outil utiliser. Vous avez juste à vous y mettre parce que l'email marketing, c'est avant tout une histoire de relation avec les gens et une histoire d'itération, de faire en sorte de tester, d'observer et de tester de nouveau. On va voir ensemble comment mettre en place votre première expérimentation d'email marketing en rassemblant une première liste d'emails qualifiés, en faisant en sorte de mettre en place une newsletter ou une séquence d'emails automatisée et puis voir comment expérimenter sur tout ça. C'est parti. Pour te lancer dans une campagne d'email marketing, tu vas avoir besoin d'une chose, d'un outil d'email marketing qui est performant. Le plus connu sur le marché, c'est Mailchimp, c'est celui qui fait consensus de manière générale, mais il y en a plein d'autres, SendGrid, Sendinblue, je les ai plus tous nécessairement en tête, il vous suffit de taper sur Google outils d'envoi d'email et vous devriez trouver quelque chose. Le truc, c'est que ces outils-là, ils ont beau être multiples, ils ont tous globalement les mêmes fonctionnalités. Donc ici, dans ce module, on va s'attarder principalement sur Mailchimp pour pas vous perdre dans le choix de 10 000 outils. Une chose dont vous pouvez avoir besoin en plus, c'est d'avoir déjà des leads existants. Globalement, étant donné que c'est un canal qui se plug avec le reste de votre activité, ça peut être très intéressant en email marketing de pouvoir, pour remplir votre liste de leads qualifiés, avoir d'autres canaux, du SEO, du content marketing, n'importe quoi, qui peut vous permettre de rassembler les gens dans une liste d'emails. Le gros avantage de ce canal, c'est que c'est hautement mesurable. Tu vas pouvoir mesurer notamment les taux d'ouverture de tes emails, les taux de clics dans tes emails, les taux de réponse. Tu vas pouvoir aussi observer avec Google Analytics, en utilisant le module fonctionnement d'un canal d'acquisition, comment faire pour mesurer les ventes qui ont été réalisées à la suite de tes emails envoyés. Bref, c'est vraiment très précis et on va pouvoir commencer tout de suite avec la première étape. Alors la première étape pour faire une campagne d'email marketing qui fonctionne, c'est évidemment d'avoir une liste de gens à qui l'envoyer. Cette liste-là, il y a une première option, c'est de pouvoir acheter des listes existantes. C'est un truc que je conseille vraiment pas. Grosso modo, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça en marketing depuis quelques années et c'est une pratique qui a un peu diminué et aujourd'hui c'est vraiment difficile de la mettre en place. Le premier problème, il est légal parce qu'il y a la RGPD depuis quelques années qui t'interdit d'avoir des fichiers et de contacter ces fichiers de personnes si elles sont des particuliers. Les gens ont un droit de regard sur les données qui sont collectées. T'as pas le droit de les faire transiter d'une boîte à l'autre, encore moins de vendre les données comme ça. C'est pas la fête, c'est pas le marché. Du coup, il y a vraiment une notion légale qui est complexe, à part éventuellement en B2B, parce que le cold emailing est autorisé en B2B, donc il y a quand même beaucoup moins de chances que tu te fasses tomber dessus par rapport à la notion d'RGPD. Ça reste pas une très bonne pratique. Il y a des marketplaces sur lesquels tu peux acheter des fichiers comme cela. On parle de fichiers où tu vas avoir 50 000 emails qui sont soi-disant qualifiés, où tu vas avoir la liste de toutes les PME du coin et elles sont qualifiées et les emails sont à jour, etc., etc.
C'est très difficile d'avoir des bases comme celle-là qui sont vraiment à jour pour le coup et d'avoir des bases qui sont surtout chaudes et intéressées par ce que tu proposes. La plupart du temps, si tu achètes une base de 50 000 emails comme celle-là, tu vas te retrouver avec finalement 20 000 emails qui sont legit, dans le sens où tous les autres, les gens auront changé d'adresse email ou t'auront fait passer en spam ou je sais pas quoi. Et au final, tu vas te retrouver avec ces 20 000 emails que tu vas pouvoir essayer de contacter petit à petit, mais c'est très touchy, c'est très compliqué. C'est des gens qui ont rien demandé. Et j'avoue que moi, personnellement, je suis quand même un partisan de... genre, il y a un truc que je répète très régulièrement chez Coup d'État à l'équipe, qui est venez, on fait pas d'assault design. L'assault design, c'est vraiment ce concept de on va essayer de hacker la psychologie des gens et leur imposer des trucs qu'ils n'ont pas demandé pour faire en sorte de vendre nos produits et de faire du cash. C'est un truc qui m'intéresse pas outre mesure. J'aime beaucoup le fait d'avoir un pied dans la porte et d'être insistant, d'être énergique et de mettre beaucoup d'intensité dans ce qu'on fait. J'aime beaucoup moins quand on prend les gens un peu au dépourvu et que on détourne un peu les choses qui relèvent du consentement finalement. Dans le sens où la RGPD, c'est tout le point général de ce système-là de liste et de revente de données, c'est que les gens n'ont pas donné leur consentement. Et je pense que sur Internet, on a été suffisamment sollicité pendant longtemps pour pas avoir à se taper tous les gens qui veulent faire du marketing en ayant acheté des bases à droite à gauche. Donc c'est pas nécessairement une bonne pratique. Évidemment, c'est possible d'acheter des bases email sur ces plateformes-là, d'en faire bon usage et de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, vous pouvez utiliser ces plateformes si vous êtes dans un cadre légal et que ça vous paraît vraiment pertinent et que vous êtes prêt à prendre le risque d'une certaine manière. Mais je vous y encourage pas du tout. Une troisième manière, c'est de repérer des opportunités de récupérer des listes dans votre réseau personnel. Typiquement, moi je sais que j'ai quelques personnes qui m'ont déjà proposé de récupérer leur base email qui est hautement qualifiée et hautement engagée avec eux. Donc au final, on tombe un peu dans un truc d'influence marketing. Donc je vous renvoie au module sur l'influence marketing, mais où c'est des gens qui possèdent des newsletters et donc les lecteurs de cette newsletter sont intéressés par les messages qu'il va faire passer. Ça, c'est une liste email qui est quand même beaucoup plus intéressante, dans le sens où tu vas la récupérer et tu vas peut-être poster un message au nom de la personne qui a animé cette newsletter, parce que les gens ont quand même donné leur consentement et il peut y avoir quelque chose qui est bien fait, qui est dans une vraie continuité, qui explique aux gens dans quoi ils s'engagent et qui reçoivent pas juste un email comme ça par l'opération du Saint-Esprit que quelqu'un parce que quelqu'un a acheté une base email. Une autre manière de composer cette base, c'est de scraper des emails dans des listes déjà existantes. C'est un truc qu'on va entendre très régulièrement, surtout dans le milieu des startups, on en parle beaucoup. C'est la base du growth hacking qui a commencé il y a quelques années et qui est devenu un mouvement gigantesque. Le scrapping, c'est une technique qui te permet d'aller sur des listes sur Internet de gens que tu peux récupérer. En général, ça va être LinkedIn et tu vas pouvoir récupérer toutes les adresses email en hackant un minimum la base de données en face sur le site web pour récupérer un fichier très propre avec toutes les adresses email des gens que tu veux avoir. Ça existe pour tout un tas de services, ça existe pour LinkedIn, ça existe pour les groupes Facebook, il y a même des extensions Chrome aujourd'hui qui existent et qui te permettent de scraper les différents groupes Facebook qui existent pour récupérer toutes les adresses email des gens qui sont dedans. Il va y avoir des trucs pour des sites plus poussés, tu peux coder tes propres scripts, il y a des outils comme Phantom Buster qui te permettent de faire ça, qui te permettent d'aller scraper des outils comme Vimeo par exemple pour récupérer toutes les adresses email des créateurs de contenu qui font de la vidéo incroyable sur des sujets spécifiques. Bref, il y a énormément de techniques qui te permettent de scraper. Aujourd'hui, c'est pas nécessairement ce sur quoi je veux m'attarder, ni dans cette vidéo, ni dans ce module en particulier, parce que je veux parler d'email marketing. Scraper, c'est vraiment une notion de growth hacking. C'est un truc où c'est un peu borderline aussi. Je pense que ça fera partie éventuellement d'une autre formation qu'on fera un jour ou d'autres vidéos qu'on fera. Mais si ça vous intéresse le sujet et que vous voulez vraiment vous poser cette question-là, on pourra en discuter avec grand plaisir. Donc ça, c'est pour le growth hacking et il y a aussi une notion de partenariat. Dans le module sur les partenariats, j'explique que tu peux trouver plein d'opportunités avec des boîtes qui ont des intérêts alignés avec les tiens pour mettre en place des partenariats. Ça, c'est un truc qui peut marcher en email marketing aussi. Tu peux trouver une autre boîte qui a une base email assez conséquente et qui va pouvoir parler de toi.
Je sais que chez Coup d'État, nous, on a quand même un écosystème de plein de boîtes qui gravitent autour de Family, etc. Et j'adore quand les gens m'écrivent régulièrement et qui me disent « Est-ce que tu pourrais me mettre dans la newsletter ?» Si nous, on se rend compte chez Coup d'État que dans notre newsletter, qui est lue par à peu près 20 000 personnes par semaine, ça peut intéresser les gens et ça peut avoir de la valeur pour eux, je le fais avec grand plaisir. Si c'est pas le cas, je dis non. Mais en tout cas, c'est des partenariats qui sont mis en place, qui peuvent être monétaires ou pas du tout, mais tu peux trouver des opportunités toi, non pas pour bâtir ta propre base email à toi, mais pour envoyer des mails à des gens qui sont dans une base de quelqu'un qui va être un de tes partenaires. Ça, c'est plein de techniques pour arriver à commencer à toucher des gens et avoir une base suffisamment solide pour pouvoir commencer à faire ton email marketing. La dernière technique, et c'est celle sur laquelle je vais m'attarder un petit peu plus, c'est d'arriver à construire ta base d'email marketing toi-même. C'est probablement la meilleure solution. La bonne façon de faire ça, c'est de tout donner pour faire en sorte que ça fonctionne. Je sais que il n'y a pas de méthode universelle pour le faire, mais la plupart du temps, quand vous allez vous inscrire sur un site web par exemple, vous allez avoir une case à cocher qui dit « Je veux recevoir des news par email de cette boîte ». On sait que chez Coup d'État, il y a à peu près 30% des gens qui s'inscrivent sur Coup d'État qui cochent cette case, et ces 30%, ils reçoivent la newsletter une fois par semaine, ou presque, parce que on écrit une newsletter que quand on a vraiment quelque chose d'intéressant à dire. Mais en tout cas, c'est un gros vecteur d'acquisition pour notre campagne d'email marketing. Cette base de données, tu peux la créer à partir de ton site, mais tu peux la créer directement à partir d'autres canaux d'acquisition, évidemment. Tu peux la créer directement sur Instagram en mettant un lien vers « Abonne-toi à notre newsletter ». Tu peux la créer sur YouTube en mettant des call to action dans la description. Tu peux la créer sur ton blog en mettant des encarts pour juste rentrer une adresse email et s'inscrire à la newsletter. Bref, tous les prétextes sont bons pour arriver à faire en sorte de faire grossir cette base email. Cette base email, c'est vraiment le fondement de ta stratégie d'email marketing. Et en plus de ça, c'est un asset très pertinent pour ta boîte. Dans le sens où même si cette base existe et que tu n'envoies pas d'email, en fait, c'est déjà un asset qui a de la valeur pour ta boîte. Avoir une base email de 10 000 personnes au sein de ta boîte qui appartient à ta boîte, c'est quelque chose qui a fondamentalement beaucoup de valeur. Typiquement, tout à l'heure, je parlais des plateformes qui revendent des bases email. Si elles sont en mesure de revendre ces bases email à des gens comme vous qui essayent de toucher des prospects, vous, votre base email que vous construisez vous-même, elle a une valeur financière. Et elle a une valeur financière que vous pouvez exploiter au mieux. Donc, créer cette base email vous-même, c'est créer de la valeur pour votre boîte et c'est un vrai challenge. Là, il y a beaucoup de business que je côtoie régulièrement qui sont vraiment construits uniquement sur le fait de créer des bases email à la base. Ils sont là en mode, OK, la première chose qu'on doit faire, c'est créer une base de 50 000 emails et puis ensuite, une fois qu'on aura fait ça, ce sera beaucoup plus simple de commencer à closer les gens et de commencer à faire du business. Bref. C'est un asset hyper important, tous les moyens sont bons pour le faire grossir et c'est très pertinent d'utiliser d'autres canaux d'acquisition pour faire grossir celui-là parce que c'est celui sur lequel vous allez pouvoir avoir un impact émotionnel extrêmement fort sur les clients que vous voulez toucher derrière. Alors, une fois que vous avez une base d'email qualifiée, qui n'a pas besoin d'être hyper grosse, vous avez besoin pour commencer de quelques dizaines de personnes, ça peut suffire. Une fois que vous avez créé cette base-là, vous allez devoir vous poser la question de comment vous voulez interagir avec. Alors, il y a deux grandes méthodes pour interagir avec une base de données email. La première, c'est la newsletter, qui est d'envoyer un email régulièrement qui est le même pour tout le monde à l'ensemble de la base de données et espérer que ces gens-là lisent vos emails régulièrement. Il y a même des business qui sont créés complètement là-dessus. Je pense à Time to Sign Off, à Planet. Il y a plein de grosses newsletters qui sont uniquement des newsletters et qui ont tout leur business axé sur ça. Et puis la deuxième solution, c'est de mettre en place des séquences d'emails et d'envoyer non pas une newsletter universelle à tout le monde de manière régulière, mais envoyer une chaîne de différents emails à différents timings de manière personnalisée et automatique. Alors, si vous choisissez la première option et que vous choisissez de faire une newsletter, il faut vraiment penser cette newsletter comme un contenu. Je vais vous renvoyer du coup au module sur la stratégie de contenu, dans le sens où c'est un job qui est profondément créatif et où il faut se demander comment apporter de la valeur de manière gratuite le plus efficacement possible. On fera dans ce module des études de cas de newsletter que je kiffe. Moi, c'est un sujet que j'ai beaucoup bossé. Et chez Coup d'État, moi, j'écris quasiment toutes les newsletters depuis le début. Anaï a pris le relais à un moment. On se passe la balle. Des fois, c'est Anaï qui va vous envoyer la newsletter et puis en fait, c'est moi qui l'ai rédigée. Ou des fois, ça va être l'inverse. Bref, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une ligne éditoriale qui est toujours unie. Et elle a chez nous deux objectifs, c'est de faire en sorte de vous apporter le maximum de valeur et de vous raconter notre histoire.
Aujourd'hui, on a une newsletter qui nous est ouverte par à peu près 25% des gens, ce qui est quand même un assez gros chiffre et dont on est assez fier, et c'est un asset qui est très puissant chez Coup d'État. Et chaque newsletter, c'est à peu près 2 heures de travail. Genre moi, j'y passe vraiment du temps à créer les différents assets, les différentes images, à mettre les bons liens, à faire en sorte qu'il y ait une bonne expérience derrière, à faire en sorte de rédiger un texte qui est attractif, qui donne envie aux gens de lire la suite, d'expliquer au début quel va être le contenu du mail pour que les gens soient un peu teasés et que vous ayez envie de lire jusqu'à la fin. Bref, il y a énormément de choses qui sont mises en place dans une newsletter. J'ai pas envie de vous donner des tips sur comment faire les meilleures newsletters possibles, même si je vais en donner un petit peu dans les vidéos pratiques de ce module, parce que l'objectif, c'est que vous créez quelque chose qui a vraiment de la valeur à vos yeux et qui va avoir de la valeur aux yeux des gens pour qui vous écrivez. C'est un job qui est profondément créatif. Bien écrire, c'est difficile. Bien écrire, ça prend du temps. Moi, ça fait 10 ans que je m'entraîne à écrire et j'estime que j'ai une plume qui est plutôt correcte, mais qui n'est pas encore incroyable par rapport à d'autres gens que je peux voir. Je pense à des Nicolas Collin qui écrivent hyper bien en français et en anglais. Écrire, ça demande d'écrire très régulièrement. Mais c'est la qualité principale qu'il faut en email marketing, que ce soit une newsletter ou une séquence d'email. Toute cette création de ta newsletter, il faut que tu choisisses un rythme et que tu sois transparent dessus. Je pense que c'est vraiment essentiel en tant que newsletter d'expliquer aux gens quand est-ce qu'ils vont la recevoir. Sur certains business, il y a des gens qui envoient une newsletter par jour. Sur d'autres business, comme le nôtre par exemple, nous on envoie une newsletter par semaine. Il y a des gens qui envoient une newsletter par mois. Bref, ce qui est intéressant, c'est le rythme. Parce que le rythme crée un rendez-vous et les gens savent aussi pourquoi ils s'abonnent. Nous, chez Coup d'État, c'est un des trucs que d'ailleurs, en le disant, je me rends compte qu'il faut qu'on l'implémente. Il faut qu'on explique aux gens qui vont recevoir une fois par semaine des news de Coup d'État dans leur boîte mail. Alors, ils le savent quand ils reçoivent l'email en général, parce que c'est écrit à la semaine prochaine, etc. Mais avoir plus de transparence, je pense que c'est toujours une meilleure idée. À moins que vous ayez comme élément de votre culture de faire de l'opacité, ce qui est possible aussi. Mais en tout cas, cette honnêteté-là, surtout en email marketing, qui est un canal où les gens sont souvent noyés sous une masse de messages qui leur est envoyée et qui se retrouvent au milieu de beaucoup de promotions, etc. Vous avez un vrai intérêt à être clair, à être direct et franc avec votre audience. Donc ça, c'est pour les newsletters. Les newsletters, donc, c'est un contenu pertinent qui apporte de la valeur aux gens avec un rythme. C'est très différent si tu commences à vouloir faire de la marketing automation. Le truc très puissant dans l'email marketing et ce canal-là, c'est ce qu'on appelle la marketing automation, qui est un concept qui est d'envoyer des mails. Donc, on va appeler ça des drip campaigns, on va appeler ça des séquences d'emails, on va appeler ça de plein de manières différentes, plus ou moins savantes, de gens qui ont théorisé très longtemps sur ce sujet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est juste un moyen d'envoyer des emails de manière automatique en suivant un timing spécifique à une séquence spécifique d'une audience. Si ta base est assez grosse et que tu n'as pas encore commencé à tester, ça vaut le coup de commencer à tester sur des petits segments. De vraiment découper ton audience en plus petits segments. Donc dans MailChimp, on verra dans la vidéo pratique comment les regrouper avec les tags. Ça, c'est un exemple d'un truc que tu peux faire pour commencer à vraiment te dire, par exemple, si tu as une base de 10 000 emails, te dire, je vais pas cramer mes 10 000 emails d'un coup avec une seule séquence, je vais tester sur un groupe de 100 personnes et voir ce que ça donne. C'est très très pertinent de découper ça parce que ça va te permettre de pouvoir itérer sur différentes expériences que tu proposes. Comme dans beaucoup des modules de cette formation, j'ai envie de vous dire ici que l'email marketing et surtout la marketing automation, ça n'est qu'une histoire d'expérience. C'est à travers quoi vous faites passer les gens et comment les gens vivent l'expérience de lire vos emails. Il faut vraiment prendre ce recul et se demander, ok, si je me mets à la place de la personne qui va recevoir mes emails, est-ce que je serais content d'avoir reçu cet email-là? Qui dit question d'expérience dit question de confiance et votre objectif, c'est de bâtir de la confiance au fur et à mesure. Sur le premier email, les gens vont avoir tendance à être plutôt méfiants. Ils vont se dire « Ah, je reçois encore un email, encore une pub, encore machin », même s'ils ont sign up par eux-mêmes. Genre, ce qu'il faut, c'est que les gens, au fur et à mesure du temps, ils sachent que quand ils reçoivent un email de votre part, ils se disent « Ah ouais, ça c'est quelque chose qui va avoir de la valeur pour moi » et qu'ils aient vraiment envie de cliquer dessus. Ça, c'est un truc qui est profondément émotionnel, que vous pouvez pas nécessairement prévoir à l'avance. Par contre, vous pouvez le mesurer a posteriori en observant vos chiffres et en regardant si vos incrémentations progressives font en sorte d'améliorer ces chiffres. Apportez-leur de la valeur. Écrivez des mails qui sont écrits comme si vous les envoyiez à la main. Je vois encore trop d'erreurs qui sont faites en marketing automation, de gens qui envoient des emails comme si c'était un robot ou comme si c'était un exercice de maths qu'il fallait rendre, il fallait que l'email soit parfait. Les gens aiment recevoir des emails qui ont l'air d'avoir été écrits par des humains.
Même nous, quand on envoie des emails automatiques sur coup d'état, la plupart du temps, on explique que c'est un email automatique parce que il y a cette notion de transparence qui est très forte chez nous. Et même si on l'explique pas, les gens le savent. On a quand même une communauté qui est très très acculturée à tous ces systèmes de tech. Donc nous, on l'explique. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais commencez pas à écrire des chaînes de marketing automation qui ont rien à voir avec ce que vous écririez à la main. Genre, il faut quand même qu'il y ait une certaine authenticité dans ce que vous faites. Et cette authenticité, elle passe à la fois par les textes et elle passe à la fois par le timing. Le timing est clé. Il ne faut pas tomber dans le harcèlement des gens et leur envoyer 5 emails par jour, mais il ne faut pas non plus être complètement absent et se dire que c'est trop. Il y a un juste milieu à trouver. En général, le juste milieu, il est trouvé quand vous envoyez des emails assez régulièrement. Ça peut être un par jour, ça peut être un tous les 2 jours. Ça commence à être un rythme qui est quand même assez élevé. Je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent et qui envoient beaucoup plus. Il n'y a pas vraiment de règles, mais moi je vous dis empiriquement ce que j'ai retenu. Envoyer entre un email tous les 2 jours et un email par jour, ça commence à être beaucoup. Si les gens commencent à se plaindre, vous réduisez la cadence. Il vaut mieux tester quelque chose d'un petit peu pushy, d'un petit peu pied dans la porte avec intensité, comme je disais tout à l'heure, et devoir corriger derrière parce que ça plaît pas aux gens et que c'est trop, plutôt que d'y aller mollasson, j'y vais en demi-mesure. Et puis en fait, derrière, vous n'êtes pas sûr que ça n'aurait pas performé beaucoup plus si vous envoyez 2 fois plus d'emails. Donc, faut pas nécessairement avoir peur et il faut prendre conscience que le timing est clé, que c'est très important que ces emails-là, même s'ils sont envoyés de manière automatique, ils doivent donner l'impression qu'ils ont été créés pour une expérience humaine. Parce que tout ça, c'est ce qui fera qu'au fur et à mesure de vos séquences, vous allez avoir des taux d'engagement qui augmentent et des taux de confiance qui augmentent aussi. Le truc qui est cool dans la marketing automation, c'est que c'est pas simplement envoyer des emails à la main dans tous les sens à plein de leads différents. C'est un outil qui est très performant. On va parler de Mailchimp encore une fois dans la vidéo pratique qui introduit à cet outil. Et vous allez voir que chaque email de votre marketing automation va être pouvoir mesurer individuellement. Vous allez pouvoir voir le taux d'open, le taux de reply, le taux de clic. Vous allez pouvoir voir le nombre de gens qui se désabonnent de vos emails. Bref, vous allez pouvoir voir plein de choses très intéressantes qui vont vous permettre de vraiment avoir un retour objectif à partir duquel vous allez pouvoir créer des choses émotionnelles. Et c'est important de le voir comme ça. On n'est pas des robots. Le but en tant qu'entrepreneur, c'est pas de trouver le parfait wording qui fait en sorte que ça marche. Dans le sens où sinon, on va tous finir avec des business où on insiste sur les peurs des gens et où on leur dit « Ouais, regarde, si tu n'appliques pas cette technique, ça ne fonctionnera jamais pour toi. » Ça m'intéresse pas. Je vise personne du doigt et grand bien face à tous ces gens qui utilisent ces techniques d'email marketing. Moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la créativité qu'il y a derrière. Et je pense que même dans une séquence d'email marketing en marketing automation, il y a moyen de faire preuve de créativité et de créer une expérience qui est agréable pour les gens et qui les amène à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je vais conclure sur cette histoire de marketing automation en vous donnant 2 règles de base. La première, c'est d'avoir conscience de la longueur de vos emails. Je sais pas exactement pourquoi, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que écrire un email, c'est vraiment écrire une lettre formelle à quelqu'un. Écrire un email, c'est rajouter un élément de to-do list à la personne en face. Donc facilitez-lui le travail et faites en sorte qu'elle puisse lire votre email assez rapidement. Et si votre email est long, faites en sorte qu'elle puisse scanner votre email assez rapidement avec des gros titres, avec des grosses images et qu'elle puisse vraiment se poser la question de est-ce que j'ai envie de lire ces contenus? J'ai vu tellement de mails qui sont des pavés gigantesques. Je reçois tellement de mails de gens individuels, sans même parler de marketing automation ou d'email marketing, de gens qui postulent chez Coup d'État et qui m'envoient des pavés comme ça. Mais vous vous rendez pas compte en fait d'à quel point ça me fait perdre mon temps. Vous vous rendez pas compte. Alors moi, je vais être bienveillant et je vais répondre et puis au pire, je vais pas répondre et c'est pas grave, je me formalise pas. Mais le problème, c'est que vous, de l'autre côté, vous allez vous retrouver avec des situations où vous vous dites « Ah ben ouais, mais en fait, la personne, elle répond pas et mes taux de transfo, ils sont pourris. » Donc commencez petit, quoi. Commencez petit. Partez du principe qu'il faut respecter le temps des gens d'en face. Surtout si vous êtes en B2B, les gens, ils ont autre chose à faire que de lire votre pavé de 500 pages. Si vous êtes en B2C, n'en parlons pas. Les gens, ils reçoivent des emails de leur famille, des photos de leurs chiens et au milieu, ils ont un pitch comme ça gigantesque d'une boîte qui veut leur vendre un truc. Vraiment, ayez conscience de la longueur de vos emails et mettez-vous à la place des gens qui vont les recevoir. Il n'y a pas de bonne manière d'écrire un email. Il n'y a pas, parce que je pense vraiment que ce truc-là d'écrire des emails gigantesques qui sont verbeux, qui sont bien écrits, machin, c'est un truc qui vient de l'école, quoi.
Il y a un truc vraiment de il faut faire bien, si mon mail il est trop court, il n'y aura pas assez de valeur. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, il faut vraiment juste vous poser la question de qu'est-ce que vous aimeriez recevoir comme email en face. C'est une question d'empathie profonde. Moi, je suis arrivé ici chez DeFamily il y a 6 ans. J'avais envoyé un mail à Oussama, un cold email à Oussama, en lui disant que je voulais bosser chez eux. Ça faisait une ligne. Et ce truc-là, genre, c'est une histoire que je raconte régulièrement parce que j'avais bien conscience que Oussama, il avait autre chose à faire que de lire mon pavé gigantesque, quoi. Donc, vraiment, prenez conscience de la longueur de vos emails, c'est très très important. Et la deuxième chose, c'est qu'un email, ça doit contenir au moins un call to action. Dans l'idéal, c'est bien d'en avoir un seul parce que ça permet à la personne de scanner ton email très rapidement et de se dire « Ok, il y a un texte, il y a un titre, il y a un call to action, je sais où ça m'amène ». Si c'est une newsletter, ça va être plus long, il va y avoir plusieurs call to action, etc. Peu importe. Ce qui est important, c'est d'en avoir un. J'ai vu encore trop de mails récemment de gens qui envoient des campagnes et où les gens peuvent pas cliquer. Je l'ai dit, ce canal, il est hyper performant parce qu'on peut mesurer très précisément l'impact de chacun des emails dans ta marketing automation et l'impact de chacune des newsletters dans le cas d'une newsletter. Si vous mettez pas de call to action et que les gens peuvent pas cliquer dans votre email, vous pouvez pas mesurer le taux de clic. Donc il faut absolument un call to action. Vraiment, posez-vous cette question quand vous écrivez un email de quelle est la valeur que j'apporte, quel est mon call to action. Il faut qu'il y ait ça dans un email parce que s'il n'y a pas ça, vous n'avez pas un email qui fait du marketing, vous avez un email qui envoie juste un message sympathique. Ce qui est une possibilité évidemment, hein, je ferme aucune porte par rapport à la marketing automation. Ça peut être très intéressant d'envoyer un email sans attendre rien en retour. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure idée pour pouvoir mesurer vos performances et améliorer quelque chose. Peut-être que je me trompe. Voilà, donc tout ça, c'est beaucoup d'informations. Il y a énormément de choses qu'on peut faire en email marketing entre la création de la base de données, la communication avec les gens à travers une newsletter ou de la marketing automation et toutes les grosses règles un peu, hein, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon voilà, pour bien écrire un email. Tout ça, il faut bien prendre conscience que c'est quelque chose qui se fait avec beaucoup d'itérations. Il y a des modules dans cette formation où j'explique que c'est un canal qui prend vraiment du temps à mettre en place et que les premiers résultats arrivent assez lentement. C'est pas trop le cas pour celui-là. Si vous arrivez à avoir une base qui est un petit peu fournie dès le départ, vous allez très très vite pouvoir avoir des résultats sur les performances de vos emails. Cette vélocité-là que vous pouvez avoir à travers l'email marketing, il faut en profiter et itérer le plus régulièrement possible. Nous, chez Codeta, on écrit une newsletter par semaine dans la mesure du possible et des infos qui sont dispo. Et on a tout un système de marketing automation qui est géré dans Intercom, dont on fait une review chaque semaine pour se poser la question de OK, est-ce que les emails qu'on envoie sont toujours pertinents? Est-ce qu'on ne parle pas d'une actu qui n'existe plus? Est-ce qu'on a changé tel ou tel truc? Parce que l'expérience est hyper importante. Et donc, on itère chaque semaine, on observe les chiffres et vous allez voir, prenez cette discipline quand vous vous mettez à faire de l'email marketing, de le faire régulièrement. Je pense qu'à la semaine, c'est assez pertinent. Parce qu'en fait, prendre ce recul-là et regarder les chiffres avec objectivité, ça te permet de te dire, OK, voilà où on en est et ça va te faire élaborer des pistes de comment écrire mieux tes emails, de comment faire une expérience qui est encore meilleure. C'est un aspect qui est presque produit, où vous avez besoin de faire preuve d'empathie par rapport aux gens avec qui vous communiquez à travers ce canal. Si vous voyez que ça commence à marcher et que l'email marketing devient un asset très pertinent au sein de votre boîte, ce qui n'est pas nécessairement le cas évidemment, mais vous allez vite vous en rendre compte si vous avez des leads qui viennent à travers ces différents emails, etc., vous allez pouvoir commencer à pérenniser tout ça. Pour pérenniser tout ça, vous allez pouvoir évidemment trouver des manières de faire grossir votre base de données de plus en plus. Vous allez pouvoir commencer à segmenter votre audience de mieux en mieux, notamment avec les tags sur Mailchimp ou d'autres outils, peu importe. Vous allez pouvoir évidemment écrire de mieux en mieux, parce que je pense que ça fait partie vraiment de cette notion d'email marketing, c'est qu'il faut des copywriters qui sont vraiment vraiment efficaces. Alors vous pouvez le déléguer bien évidemment, mais je pense que comme d'habitude, ça vaut le coup de l'avoir fait soi-même avant de déléguer. Et la dernière chose que vous pouvez mettre en place, c'est un mapping des différents emails envoyés. Nous, chez Codeta, on a ça. On a vraiment une map avec à partir du jour 1 et en fonction des différents parcours dans le site, quels emails sont envoyés automatiquement, etc. Et on met à jour ce truc-là parce qu'on commence à avoir tellement d'emails automatiques sur des petits segments de l'audience qui sont envoyés que c'est difficile de tous les suivre et de tous s'en rappeler. Donc vraiment, on a dessiné ce truc-là et on vous mettra un des mappings qu'on a fait aussi en annexe dans ce module. Tout ça pour dire que l'email marketing, c'est un canal hyper puissant qui peut avoir un impact très très fort sur ta conversion,
sur tes pipes de leads et qui te permet surtout d'avoir des process de création de relations qui ne sont pas forcément humains mais qui sont très automatisés, que ce soit en termes de newsletter avec de la création de contenu ou en termes de marketing automation avec de l'automatisation. Et en fait, tout ça te permet de créer des relations assez naturellement avec ta marque pour tes clients. Et tout ça, on sait très bien que ça contribue énormément à faire en sorte que les gens aient envie d'acheter, donc à trouver des clients. Je pense vraiment que c'est un canal qui vaut la peine d'être découvert. Évidemment, en fonction de ton marché, ça va être plus ou moins pertinent. Il y a des gens qui lisent pas du tout leurs mails dans le monde. Et puis, il y a des gens qui passent leur temps à lire leurs mails et qui sont obsédés par avoir un inbox zéro. Et peut-être qu'il y a des gens entre les deux, évidemment, sur le spectre. Et que toi, tu vas pouvoir trouver comment parler à ton audience pour faire en sorte qu'à travers ces emails, elles comprennent qu'acheter chez toi ou en tout cas choper de la valeur chez toi, c'est pertinent parce que c'est tout le but de créer une boîte qui fonctionne.